Le soleil matinal baignait le quartier d'une douce lumière, comme si Paris dormait encore. Sur les vieilles rues pavées, une légère brise faisait bruisser les feuilles mortes qui jonchaient les trottoirs. Le bruit lointain d'une voiture passait inaperçu. La vie suivait son cours, silencieuse, sans hâte. Mais à l'intérieur d'une luxueuse voiture noire garée en bord de route, l'atmosphère était tout autre. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume sombre, ajustait ses lunettes de soleil d'un air fatigué, comme s'il en avait déjà trop vu pour être impressionné. Il s'appelait François de Villiers, l'un des hommes les plus riches de France. Sa fortune, accumulée au fil de décennies d'investissements judicieux, le plaçait parmi les 5 personnes les plus influentes du pays. Pourtant, malgré sa renommée internationale, il ressentait un vide que l'argent ne pouvait combler. François, assis au volant, observait l'activité de la rue d'un regard absent. Il savait ce que les gens voyaient en lui, la puissance, le prestige, un homme capable de tout obtenir d'un claquement de doigts. Mais pour lui, l'essentiel à cet instant précis, c'était le jeu, le défi de préserver son empire, de rester au sommet. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était d'être interrompu par quelque chose d'aussi simple et pourtant d'aussi difficile. « Démarre la voiture, et je te donnerai 10 000 $. François jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, cherchant à identifier la provenance de cette voix. Ce n'était pas une voix agressive ou menaçante, mais elle avait quelque chose d'étrangement incisif. Par la fenêtre, il aperçut un jeune homme d'apparence banale, vêtu simplement, mais dont le regard avait une lueur particulière qui ne lui avait pas échappé. Le garçon se tenait devant lui, arborant un sourire que François ne lui avait jamais vu. Il ne semblait pas avoir plus de 17 ou 18 ans, mais quelque chose chez lui le distinguait des autres adolescents que François croisait habituellement dans la rue. « Qu'as-tu dit ?» demanda François, la voix empreinte d'incrédulité. Il se tourna pour observer le garçon de plus près. Le jeune homme ne semblait pas nerveux. Au contraire, il était calme, presque désintéressé. 10 000 $. Il suffit de démarrer la voiture. François plissa les yeux. Le jeu prenait une tournure inquiétante. Il avait déjà relevé bien des défis, mais jamais rien de tel. Le garçon, avec son air provocateur, ne demandait rien de plus qu'un simple geste. Une action aussi banale que de démarrer un moteur. Mais au fond de lui, François savait que l'enjeu dépassait largement les 10 000 $. Il y avait dans le regard du garçon quelque chose, une certitude, une attente qui le fit hésiter, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Ce qui se passait n'était pas un simple pari, mais une provocation déguisée en plaisanterie. Et le millionnaire, malgré sa vie réussie, se sentit déconcerté. « Qui es-tu, garçon ?» demanda François, sa voix désormais plus froide. Le garçon sourit d'un air énigmatique, le genre de sourire qui donnait l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose d'important, mais qui, en même temps, était impossible à comprendre. « Je suis simplement quelqu'un qui comprend la valeur d'un bon défi, » répondit le jeune homme, avant de reculer d'un pas et de s'éloigner un peu de la voiture, laissant François seul avec ses pensées. François, encore abasourdi, fixait le volant. L'offre suspendue dans l'air, il aurait pu l'ignorer. Après tout, ce n'était qu'un gamin. Mais une petite voix intérieure lui disait que l'enjeu était bien plus important. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il était sur le point de découvrir. Et aussi irrationnel que cela puisse paraître, il sentait qu'à cet instant précis, la donne allait basculer. Paris ne semblait jamais vraiment dormir, même aux aurores. Les rues, toujours vibrantes, étaient désormais plus calmes, mais le poids de l'histoire planait encore à chaque coin de rue, invisible, comme suspendu dans l'air. Chaque immeuble, chaque monument, racontait une histoire de triomphes et de défaites. François de Villiers, bien qu'il eût vécu toute sa vie, commençait à sentir que la ville ne lui offrait plus les mêmes réponses. Il voyageait sans cesse, mais c'était Paris qui le retenait captif, avec ses lumières et ses ombres, ses promesses et ses désillusions. Il avait entendu des centaines d'histoires de gens qui possédaient tout, mais avaient le sentiment de perdre le contrôle, et il se reconnaissait dans cette description. Il avait le luxe, l'influence, mais pas la satisfaction.
Parfois, il se demandait si ce vide qu'il ressentait n'était pas la conséquence de tant d'années de succès. Une vie calculée, structurée, contrôlée au point de ne plus laisser place aux surprises. Mais ce garçon, le défi qu'il avait lancé avec une simple proposition et un sourire, avait réveillé quelque chose en François. Que voulait-il vraiment? Que savait-il? Et plus important encore, pourquoi semblait-il avoir une longueur d'avance sur François, comme s'il savait exactement comment ébranler les fondements de son monde? François commença à réfléchir à son propre parcours de vie. Jeune homme, il n'aurait jamais imaginé que la richesse le laisserait si vide. Il avait grandi dans une famille parisienne traditionnelle, une lignée qui s'étendait sur plusieurs générations d'hommes d'affaires et de nobles. Ce qu'il ignorait alors, c'est que son ascension dans le monde des affaires, de plus en plus axée sur les résultats et le pouvoir, effacerait toute trace d'empathie qui lui restait. Au fil des ans, sa capacité à nouer des relations humaines devint secondaire. Mais le garçon, il y avait en lui quelque chose qui le poussait à remettre en question cette structure rigide de son existence. Le jeune homme, en revanche, était une énigme. Il s'appelait Lucas. Et, malgré son visage juvénile d'apparence inoffensive, il possédait une intelligence vive qui surprenait ceux qui tentaient de l'approcher. Né en banlieue parisienne, Lucas n'avait pas eu les mêmes chances que François. Il avait grandi dans une réalité de pauvreté et d'inégalité, où les promesses de réussite n'étaient que des chimères pour les autres, jamais pour lui. Pourtant, dès son plus jeune âge, il avait appris à observer. Il observait les gens autour de lui, leur comportement, leurs faiblesses, leur vulnérabilité. Ce n'était pas un garçon ordinaire. Il possédait une capacité rare à comprendre les motivations d'autrui, ce qui le rendait dangereux pour ceux qui se croyaient à l'abri. Lucas n'a jamais fréquenté l'école comme les autres. Son éducation s'est forgée dans la rue, au gré de rencontres fortuites avec des personnes influentes et grâce aux livres qu'il volait dans les bibliothèques publiques. Mais ce qui le fascinait le plus, ce n'était pas le savoir formel. C'était le pouvoir d'influencer, de provoquer, de mettre en branle ce qui semblait immuable. Il savait que l'argent ne faisait pas tout, mais il savait aussi que son absence pouvait être une limitation qu'il refusait d'accepter. Et maintenant, face à François, il entrevoyait une opportunité. Non pas une opportunité financière, mais une chance d'obtenir quelque chose de plus important, abattre les murs qui entouraient le millionnaire, le forcer à regarder au-delà de sa propre arrogance. Tandis que François réfléchissait, Lucas s'éloigna discrètement, un sourire en coin, comme s'il savait que la bataille avait déjà commencé. Il n'était pas là pour mettre François à l'épreuve. Il était là pour quelque chose de bien plus important, quelque chose qui finirait par bouleverser leur vie, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. François n'arrivait pas à se détacher de ce qui venait de se passer. Le garçon, Lucas, hantait encore ses pensées, tel un pion étranger sur un échiquier dont il avait toujours eu la main mise. Mais, contrairement aux autres épreuves qu'il avait traversées, celle-ci semblait défier toute logique. Il ne s'agissait ni d'argent, ni de pouvoir, mais de quelque chose de plus viscéral, qui touchait à l'essence même de son identité. Les jours suivants, François tenta de se concentrer sur ses affaires, mais son esprit revenait sans cesse à cette conversation. 10 000 $ pour démarrer la voiture, une somme dérisoire pour lui, certes, mais pourquoi le garçon avait-il fait ce geste? Qu'espérait-il? Au fil du temps, François ne parvenait pas à se débarrasser d'un malaise grandissant. Il ne se laisserait jamais défier de la sorte. Et pourtant, Lucas était parvenu à percer la carapace qu'il avait érigée au fil des ans. Quelque chose était en train de changer. Pendant ce temps, Lucas, à l'écart, se préparait lui aussi. Ce n'était pas qu'une question d'argent pour lui. Il avait déjà prouvé ce qu'il voulait, provoquer. Mais à présent, il sentait qu'il tenait quelque chose de bien plus important entre ses mains. François ignorait qui il était, mais Lucas, lui, le connaissait parfaitement. Le millionnaire était plus qu'un visage familier à Paris. Il était le symbole d'une élite que Lucas avait appris à mépriser, une élite qui se croyait inébranlable.
Et maintenant, d'un simple geste, il avait ébranlé les fondements même du pouvoir de François. Ce matin-là, Lucas décida qu'il était temps de passer à l'action. Il se présenta sans prévenir au bureau de François, entrant par la porte principale comme s'il y avait parfaitement le droit. Les gardes de sécurité, d'ordinaire impitoyables envers tout intrus, hésitèrent à le voir. Quelque chose dans l'attitude de Lucas les fit réfléchir. C'est ainsi qu'il parvint à atteindre François, qui l'attendait derrière son bureau, le regard plus tendu que jamais. « Tu ne vas pas t'arrêter, n'est-ce pas ?» demanda François, d'une voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Lucas sourit avec une pointe de sarcasme. « Non, monsieur, je n'ai pas encore arrêté. » François observait attentivement le jeune homme. Il commençait à comprendre que le comportement de Lucas était profondément calculé. Le garçon n'était pas là pour demander quoi que ce soit. Il voulait quelque chose de bien plus important, quelque chose que François ne pouvait ignorer. Mais quoi exactement? Lucas semblait avoir une idée précise en tête, et François n'arrivait pas à la deviner. « Tu m'as provoqué », dit François en s'efforçant de garder son calme. « 10 000 $ pour éclairer une voiture. Qu'est-ce que tu veux vraiment avec ça, Lucas ?»« Je ne suis pas comme les autres, François, » répondit Lucas d'une voix ferme, mais d'un calme qui contrastait avec l'intensité du moment. « Je ne suis pas venu supplier, je suis venu te montrer que tu n'es pas invincible. Ton empire tout entier, toute ta puissance, tout peut être anéanti en un instant. Une seule mauvaise décision. » François sentait la frustration monter en lui. Il maîtrisait tout, son entreprise, sa vie, ses relations. Et maintenant, ce gamin lui disait qu'il ne contrôlait rien. « Tu crois pouvoir me détruire avec des mots, gamin ?» demanda François, s'efforçant de garder un air supérieur. Mais au fond de lui, un doute l'envahissait déjà. Il savait que Lucas n'était pas qu'un adolescent rebelle en quête d'attention. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Lucas s'avança, réduisant la distance qui les séparait. « Ce ne sont pas que des mots, c'est votre vie qui est en jeu, François. Ne vous rendez-vous pas compte que les choix que vous avez faits au fil des ans, le pouvoir que vous avez accumulé, tout cela vous a rendu vulnérable? Vous m'avez défié sans savoir ce qui était réellement en jeu. » François sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas qu'un jeu. Il le savait désormais. Le garçon savait quelque chose qu'il ne comprenait toujours pas. Le monde dans lequel il vivait était sur le point d'être bouleversé. Jour après jour, la tension montait chez François. Il ne pouvait plus ignorer Lucas, mais ce qui le troublait encore davantage, c'était le fait que le jeune homme commençait à perturber subtilement, mais dangereusement, l'équilibre de son existence. Le millionnaire avait constamment l'impression d'être épié, comme si Lucas attendait le moment précis pour passer à l'acte. Au cours de la semaine écoulée, François avait commencé à percevoir de subtils changements autour de lui. Lors d'une réunion importante avec des investisseurs, il avait constaté que certaines de ses propositions étaient rejetées brutalement, sans explication logique. Ces entreprises, toujours solides, commençaient à montrer des signes de fragilité. Même sa relation avec sa femme, Isabelle, semblait plus tendue. Elle, qui avait toujours accepté sa distance émotionnelle, commençait désormais à l'interroger sur ce qui se passait. Quelque chose clochait, et il savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Tandis que François s'enfonçait toujours plus dans ses propres doutes, Lucas se trouvait dans une situation tout aussi complexe, bien que pour des raisons très différentes. La vie de Lucas n'avait jamais été facile. Élevé dans une banlieue pauvre de Paris, où la violence et la misère étaient omniprésentes, il avait appris à se battre dès son plus jeune âge. Mais derrière sa force de caractère se cachait une fragilité, une blessure qu'il n'avait pas encore réussi à guérir. À 18 ans, il portait d'innombrables cicatrices émotionnelles, dont l'une était liée à son propre père. Son père, Jean, était un homme de caractère, mais aussi d'un tempérament instable. Il n'avait jamais eu de patience pour l'enseignement traditionnel et avait toujours incité Lucas à emprunter une autre voie. Lorsque Lucas n'avait que 12 ans, son père fut emprisonné pour trafic d'influence. Pour Lucas, ce fut un coup dur, et l'abandon de Jean laissa en lui une rage qui ne s'apaisa jamais. Dès lors, il jura de ne plus jamais dépendre de personne pour obtenir ce qu'il voulait.
Ce qu'il détestait le plus chez François, plus encore que sa richesse ou son pouvoir, c'était la façon dont il incarnait tout ce contre quoi Lucas avait toujours été contraint de lutter. Une élite distante, incapable de comprendre la souffrance des rues, mais qui, en même temps, avait suffisamment de pouvoir pour contrôler le destin des autres. Lucas ne voyait pas sa quête comme une vengeance. Pour lui, c'était l'occasion de briser les chaînes invisibles qui liaient les gens au système oppressif dans lequel ils vivaient. Il savait que François, avec tout son pouvoir, incarnait tout ce qu'il abhorrait, mais il n'avait pas anticipé la complexité émotionnelle que son propre défi engendrait. Il ne se contentait pas de s'immiscer dans la vie d'un millionnaire. Il était confronté à des problèmes plus profonds, des problèmes qu'il ne comprenait peut-être pas encore pleinement lui-même. Cette même semaine, François reçut une lettre anonyme. La simple enveloppe, dont le sceau de cire était brisé, ne portait pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule ligne de texte « Tu perds le contrôle, François, et il ne s'agit pas seulement d'affaires ». La lettre avait des allures de menaces vagues, mais quelque chose en elle fit naître chez François un frisson de malaise, comme un avertissement, un présage. Il savait que la lettre était liée à Lucas, mais que voulait-elle dire exactement? Lucas était-il derrière tout ça? Et pourquoi, soudain, le jeune homme semblait-il avoir une telle longueur d'avance? François commença à comprendre qu'il n'avait peut-être pas affaire à un simple garçon perturbé, mais à quelqu'un qui voulait vraiment changer la donne. Pendant ce temps, Lucas, avec ses propres motivations et secrets, commença à s'interroger sur les limites qu'il était prêt à franchir. Sa colère, son combat intérieur, tout était lié. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans la lutte contre François, il se demandait si cette confrontation visait réellement à détruire le millionnaire ou à se détruire lui-même. Il savait que ses propres démons étaient à l'œuvre, mais maintenant, plus que jamais, il devait comprendre ce qui était réellement en jeu. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, se sentaient trop faibles pour défier le système. L'après-midi était caniculaire, et Paris semblait suffocante sous cette chaleur intense. François, encore sous le choc des tensions récentes, était assis à son bureau, les yeux rivés sur les papiers éparpillés devant lui. Son bureau, d'ordinaire si organisé et sous contrôle, ressemblait désormais à un champ de bataille. Chaque geste, chaque décision semblait avoir un impact direct sur sa vie, sur son empire. Les affaires périclitaient, sa femme était distante, et le garçon, Lucas, avec ses regards provocateurs et inquiétants, commençait à s'insinuer en lui d'une manière qu'il ne pouvait maîtriser. François réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour reprendre le contrôle. Il avait toujours été un homme d'action, un stratège, mais cette fois, quelque chose avait changé, quelque chose qu'il ne savait pas comment gérer. C'est alors que le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Il répondit rapidement, les yeux toujours rivés sur les papiers devant lui. « Monsieur de Villiers, il y a quelque chose que vous devez voir. C'est important », dit la voix de l'assistante, d'un ton urgent. François ressentit une pointe d'angoisse. Que s'est-il passé? Vous feriez mieux de le constater par vous-même, répondit l'assistante avant de raccrocher rapidement. Quelques minutes plus tard, François était devant son ordinateur, regardant une vidéo reçue par courriel. L'image était nette, malgré la pénombre. Au centre, un vieil immeuble parisien, une scène banale, mais ce qui l'interpella, c'était le contenu de la vidéo. Lucas était là, filmant visiblement quelque chose. À l'arrière-plan, une personne que François reconnut immédiatement, Isabelle, sa femme. L'image était nette. Isabelle se tenait sur le trottoir, en pleine conversation avec Lucas. Ils semblaient détendus, voire amicaux. François se figea devant l'écran. Le poids de la révélation le submergea. Ce qu'il voyait n'était pas une simple rencontre, c'était bien plus profond. Pourquoi Isabelle parlait-elle à Lucas? Et qu'est-ce que cela signifiait pour leur mariage? La vidéo continua, et François, horrifié, regarda Lucas remettre quelque chose à Isabelle. Une petite boîte, apparemment sans valeur, mais dont François savait qu'elle était importante. Quelque chose à l'intérieur sembla se briser. Il se leva de sa chaise, les yeux rivés sur l'écran, incapable de détourner le regard. Ce fut le tournant.
La tension, qui s'était accumulée progressivement, explosa soudainement. Le défi de Lucas, qui avait auparavant semblé un jeu, était devenu personnel. L'image de sa femme avec ce garçon, lui remettant quelque chose en secret, causa à François une douleur profonde, un sentiment de trahison qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais ce n'était pas tout. En visionnant la vidéo, il remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Le sourire de Lucas, cette assurance, ce regard défiant. Il ne cherchait pas seulement à ruiner François dans le monde des affaires. Il commençait à détruire sa vie personnelle d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. François ressentait le poids de sa propre vulnérabilité. Sa vie, si soigneusement construite, s'effondrait sous ses yeux. Il ne pouvait plus ignorer le pouvoir de Lucas, qui ne cherchait pas seulement à le déstabiliser financièrement, mais à quelque chose de bien plus profond. Son honneur, son statut et, par-dessus tout, sa famille. Pendant ce temps, Lucas, quelque part en ville, observait la scène avec un sourire satisfait, conscient d'avoir franchi une étape importante. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il avait fait un premier pas, mais la réaction de François allait tout changer. Il était temps de mettre son plan à exécution. François passa la nuit blanche. La vidéo d'Isabelle et Lucas, l'image du colis qu'elle avait reçu, leurs regards échangés, tout résonnait dans sa tête comme un écho inquiétant. Il n'avait jamais imaginé que l'attaque se déroulerait ainsi. Le jeu de pouvoir, qu'il avait toujours si habilement maîtrisé, était devenu une guerre personnelle. Et Lucas, l'inconnu, semblait en sortir vainqueur. La première réaction de François fut la colère. Une colère si intense qu'il peinait à la contenir. Il appela Isabelle, la voix tendue, presque accusatrice, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Elle répondit aussitôt, mais sa voix était distante, plus froide qu'il ne l'avait imaginé. « François, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié, » dit-elle d'un ton qui trahissait de l'inquiétude, mais aussi une légère distance. « J'ai vu la vidéo, Isabelle, » répondit-il, la colère toujours palpable dans sa voix. « Tu étais avec lui, avec ce garçon. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il t'a donné ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. François entendait sa respiration, mais il ignorait ce qu'elle pensait. Lorsqu'elle prit enfin la parole, la froideur de sa voix était presque palpable. « François, tu ne comprends pas, j'essayais juste de l'aider. Il m'a demandé un service. »« Au secours? Ce garçon? Tu plaisantes ?» s'exclama François, sentant sa patience s'effriter. « Tu te mêles à lui sans rien me dire. »« Je ne te dois aucune explication, François, » répondit Isabelle d'un ton plus ferme, et pour la première fois depuis des années, sa voix n'avait plus cette intonation soumise à laquelle il était habitué. « Tu es tellement obnubilé par ton empire, par ton argent, que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de me perdre. Je ne peux plus vivre comme ça. » Et Lucas est différent. François ressentit l'impact de ses paroles. Il avait toujours eu le contrôle, toujours su ce qui se passait dans sa vie, mais à présent, il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce qui lui avait semblé une menace financière prenait désormais une dimension beaucoup plus personnelle. Isabelle prenait ses distances, et malgré tous ses efforts pour le nier, il savait que quelque chose se brisait entre eux. L'appel s'acheva sur les mots d'Isabelle, qui disait avoir besoin de temps pour réfléchir. Elle n'avait rien promis. La froideur de ses paroles fut comme une lame tranchante, plongeant François dans la confusion et le désespoir. Lui, qui avait toujours été un maître stratège, ne savait plus quoi faire. Il ne comprenait pas comment Lucas, un si jeune garçon, avait réussi à semer un tel chaos dans sa vie en si peu de temps. Pendant ce temps, Lucas continuait d'observer de loin, tel un spectateur impassible d'une partie qu'il savait déjà gagner. Il savait que ses actions avaient un impact profond sur François, et cela lui procurait une satisfaction inexplicable. Mais au fond de lui, Lucas ressentait aussi un certain malaise. Il ne détruisait pas seulement la vie d'un homme puissant, il détruisait aussi la sienne, et cela commençait à le peser. Lucas se trouvait face à un dilemme. Il avait toujours su qu'en défiant François, il se défiait lui-même, et les conséquences de cette confrontation devenaient plus complexes qu'il ne l'avait imaginé.
La colère et la haine qui l'avaient initialement animé laissaient place à quelque chose de plus troublant. Il ne luttait plus seulement contre François, mais contre les ombres mêmes de son passé, contre le vide qui le consumait. Au cours d'un moment de réflexion, alors qu'il flânait dans les rues de Paris, Lucas s'arrêta devant une vieille librairie, observant les livres exposés. Il pensa à sa mère, qui lui répétait sans cesse de suivre son cœur, mais il savait qu'à cet instant précis, son cœur était perdu. Il ne savait plus ce qu'il voulait. La soif de vengeance et de justice qu'il avait si longtemps animée lui paraissait désormais vaine. C'était comme s'il s'enfonçait toujours plus profondément. François, quant à lui, ne savait comment réagir face à la situation. Il commença à comprendre que les pièces qu'il déplaçait sur l'échiquier de sa vie étaient en réalité manipulées par d'autres. Il tentait de reprendre le contrôle de ses affaires, mais tout semblait s'effondrer autour de lui. Il n'avait plus aucune emprise sur sa femme, ni sur la situation avec Lucas, et cela le poussa à s'interroger sur la nature même de son pouvoir. François se réveilla tôt ce matin-là, le corps lourd et l'esprit encore assailli de questions sans réponse. Les tensions dans son mariage, les bouleversements dans ses affaires et les défis incessants de Lucas avaient commencé à ronger tout ce qui lui était cher. L'empire qu'il avait mis des décennies à bâtir semblait désormais au bord de l'effondrement, tel un château de cartes qui s'écroule au moindre souffle. Et pire encore, il ne parvenait pas à reprendre le contrôle. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, François s'autorisa à réfléchir à sa vie, libéré du poids du travail et de l'argent. Seul dans son bureau, il contemplait par la fenêtre la ville qui l'avait toujours fasciné. Paris, avec sa beauté intemporelle, lui semblait à la fois lointaine et plus proche que jamais. Il se demanda, avait-il vraiment vécu pour lui-même, et non pas seulement pour préserver l'image qu'il s'était forgée? Durant la nuit, il passa un moment à repenser à son passé. Il se souvenait de ses débuts, plein de rêves et d'idéaux, déterminé à conquérir le monde. Mais au fil des ans, il s'était éloigné de ses principes, se concentrant de plus en plus sur le pouvoir et le contrôle. À présent, face au vide qui l'entourait, il comprenait clairement à quel point il était perdu. François savait qu'il devait changer. Il ne pouvait plus être cet homme qui jouait à la vie uniquement pour gagner. Il devait affronter les ombres du passé, les erreurs personnelles qui l'avaient conduit à cette situation. Mais comment? Que devait-il faire maintenant pour regagner la confiance de ceux qu'il aimait, à commencer par Isabelle? De son côté, Lucas s'adonnait lui aussi à une profonde introspection. Depuis que la confrontation avec François avait pris une tournure si personnelle, il sentait quelque chose se briser en lui. La colère qui l'animait, le besoin de vengeance qu'il avait toujours nourri, lui paraissait désormais vain. Il savait qu'il détruisait quelqu'un, mais il commençait aussi à comprendre qu'il se détruisait lui-même par la même occasion. Il se retrouva dans un parc, assis seul sur un banc, à regarder les feuilles tomber des arbres. Le silence qui l'entourait l'incita à réfléchir. Il pensa à son père, à tout ce qu'il représentait pour lui, mais aussi à ce qu'il représentait pour lui-même. Lucas avait bâti son identité sur la colère et la résistance, mais à présent, au milieu du chaos qu'il avait lui-même engendré, il se demandait « Que lui restait-il d'autre ?» Les yeux fermés, il se remémora des moments plus simples de son enfance. Les après-midi passés avec sa mère, les rires partagés avec les quelques amis qui lui restaient. Même si le système l'avait rejeté, il comprit alors que lui aussi s'était éloigné des personnes qui comptaient vraiment pour lui. Il n'était plus seulement un garçon assoiffé de vengeance, il était aussi capable de changer sa propre vie. Lucas comprit alors. Il n'avait pas besoin de détruire François pour se sentir entier. Peut-être qu'au lieu de chercher à se venger, il pourrait trouver un moyen de réécrire son histoire. Cela ne signifiait pas pardonner tout ce qu'il détestait au monde, mais cela signifiait cesser de se détruire lui-même. Il réalisa que son combat n'était pas contre un seul homme, mais contre le vide qu'il ressentait en lui. François, au cours de sa réflexion, prit également conscience d'une chose importante. Il avait été consumé par le besoin de prouver sa valeur, de sauver les apparences,
ce qui l'avait éloigné de l'essentiel. À présent, il comprenait qu'il avait perdu bien plus que son empire ou sa réputation. Il avait perdu le contact avec ce qui comptait vraiment. Il se leva de sa chaise et, avec une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis des années, prit le téléphone et appela Isabelle. Ce n'était pas pour s'excuser, c'était un appel à la sincérité. Il avait besoin de tout recommencer, non plus comme le millionnaire qui contrôlait tout, mais comme l'homme qui désirait sincèrement renouer avec sa femme et le monde qui l'entourait. Il avait besoin d'être plus humain, plus vulnérable. « Isabelle, je sais que j'ai fait des erreurs, dit-il d'une voix tremblante. J'ai perdu le contrôle de la situation, et je comprends maintenant que cela m'a fait perdre le contrôle de moi-même. Mais si tu me donnes une chance, je veux essayer de reconstruire ce que nous avons détruit. Non pas pour l'image, non pas pour le pouvoir, mais pour nos vies. » À l'autre bout du fil, Isabelle resta silencieuse un instant. Puis, avec une douceur inattendue, elle répondit « François, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais peut-être est-il temps d'essayer autre chose. Peut-être d'essayer d'être nous-mêmes, sans masque. » Pendant ce temps, Lucas, réfléchissant à ses choix, fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il alla voir François, non pas pour le provoquer ou le détruire, mais pour avoir une vraie conversation. Il était peut-être temps d'arrêter de lutter contre tout et contre tous, et de commencer à se battre pour quelque chose de plus significatif, pour lui-même, pour une nouvelle version de lui-même. Le lendemain matin, le silence régnait. Paris, comme toujours, semblait absorber le moindre événement, comme si la ville observait tout de loin, sans hâte. Mais pour François et Lucas, chaque pas était une décision cruciale. François se leva, avec le sentiment que quelque chose allait changer. Il éprouvait un mélange d'anxiété et de détermination, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le contact avec Isabelle, bien que timide, lui avait fait comprendre que, malgré toutes les difficultés, il y avait encore de l'espoir pour se reconstruire. Il ne pouvait plus se permettre d'être cet homme qui ne jouait que pour gagner. S'il restait quelque chose à sauver dans sa vie, ce serait par la vérité, la vulnérabilité et le lien avec ceux qui l'entouraient. Il savait que le moment de la confrontation avec Lucas approchait. Le garçon s'était joué de lui depuis trop longtemps et, d'une certaine manière, François en avait tiré des leçons. Non pas qu'il appréciât la tournure des événements, mais il savait qu'il devait affronter Lucas, non comme un ennemi à anéantir, mais comme quelqu'un qui, lui aussi, semblait s'être égaré. Cependant, il y avait autre chose. La lettre anonyme qu'il avait reçue des semaines auparavant le hantait encore. « Tu perds le contrôle, François, et il ne s'agit pas seulement d'affaires. » Il avait tenté d'ignorer les implications de ce message, mais il savait désormais que Lucas y était pour quelque chose. Il lui fallait des réponses. La lutte de pouvoir qui les opposait était sur le point d'atteindre un point de non-retour. Pendant ce temps, Lucas était aux prises avec ses propres choix. Le conflit intérieur qu'il menait n'avait plus trait à François ni à l'argent. Il s'agissait de ce qu'il désirait vraiment pour sa vie. Il avait passé des années à nourrir une haine profonde, persuadé que le seul moyen de surmonter les épreuves que le monde lui avait infligées était de le détruire. Mais à présent, alors que les choses se mettaient en place, il commençait à se demander si détruire François était, en réalité, la solution. Il savait que la provocation initiale avait fonctionné, mais avec le temps, il commença à ressentir le poids de ses actes. Que voulait-il vraiment? La vengeance ou la liberté? Il n'en savait rien. Mais une petite voix intérieure lui disait qu'il y avait plus que la simple destruction. Et, en regardant François, il comprit qu'ils cherchaient tous deux quelque chose de similaire, la rédemption, ou du moins la possibilité de recommencer à zéro. Cet après-midi-là, ils se rencontrèrent à nouveau, mais l'atmosphère avait changé. Fini les provocations et les jeux de pouvoir. Tous deux savaient qu'ils allaient affronter l'essentiel, non plus la confrontation elle-même, mais ce qu'elle représentait. François observa Lucas s'approcher. Le garçon, d'ordinaire si imperturbable, semblait désormais plus calme, comme s'il avait compris. Il n'était plus le défi arrogant que François avait rencontré au début. Il avait changé,
tout comme François, mais différemment. « Ah, tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» dit François d'une voix calme, mais empreinte d'une intensité latente. « Tout ce que j'essayais d'éviter, le contrôle, l'argent, le pouvoir, j'ai fini par perdre ce qui comptait vraiment. » Lucas le regarda, prenant son temps pour répondre. Un silence s'installa entre eux, le temps que le poids de leurs paroles se fasse sentir. « Il n'est pas trop tard pour changer, François, » répondit Lucas d'une voix plus douce que jamais. « Ce que tu en feras maintenant, c'est ton choix. Mais comprends-toi, nous ne sommes pas si différents. Toi aussi, tu as quelque chose à perdre. Peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de gagner. Peut-être que tu as besoin d'apprendre à perdre. » François prit une profonde inspiration. Il savait que Lucas avait raison. L'enjeu était désormais bien plus important. Il ne s'agissait plus d'argent ni de pouvoir. Il s'agissait de qui ils étaient, de ce qu'ils aspiraient à devenir, et de la manière dont ils pourraient enfin mettre fin à ce cycle de destruction et repartir à zéro. L'affrontement final était imminent. Mais ce qui allait suivre ne serait plus une lutte pour la victoire. Ce serait une confrontation avec ce qu'ils étaient devenus et l'occasion de choisir une nouvelle voie. Les choix qu'ils feraient à cet instant seraient décisifs, et l'avenir, quel qu'il soit, serait marqué par ce moment de décision. Le vent souffla plus fort cet après-midi-là. Paris, toujours majestueuse et indifférente, semblait observer la confrontation qui se déroulait avec une tranquillité qui contrastait fortement avec l'intensité du moment. François et Lucas allaient se rencontrer, mais l'atmosphère était différente. Elle était lourde, non seulement de tension, mais aussi d'une sorte d'attente. Tous deux avaient été mis au défi, mais ce qui allait suivre serait plus qu'un simple affrontement. Ce serait une redéfinition. François savait qu'à cet instant précis, il n'était plus seulement face à Lucas. Il était face à lui-même. Il avait passé sa vie entière à rechercher le contrôle absolu, persuadé que sa fortune et son pouvoir étaient les seuls éléments qui définissaient sa valeur. Mais à présent, il savait que c'était un mensonge. Le véritable combat ne se déroulait pas entre lui et le garçon, mais contre l'image qu'il s'était forgée de lui-même. Il arriva au lieu convenu, un vieil entrepôt abandonné en plein cœur de la ville, un espace vide mais chargé de symboles. Tout ce qu'il avait accumulé, tous ses biens et ses privilèges, étaient désormais à des kilomètres de là, représentés seulement par la solitude et l'écho du lieu. Lucas était là, à attendre. Il paraissait calme, mais son regard, plus mûr que jamais, reflétait l'intensité de tout ce qu'il avait vécu jusqu'à cet instant. Plus aucune trace de mépris ou de colère n'était visible, seulement une concentration absolue. Il savait que ce serait le moment décisif. « Tu es venu », dit Lucas d'une voix maîtrisée, mais empreinte d'une gravité sous-jacente. Ce n'était pas une provocation, mais un constat. François le regarda. Son regard avait perdu toute arrogance, laissant place à une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à personne. « Je sais que je t'ai déçu, Lucas, mais j'ai appris. J'ai beaucoup perdu. Et maintenant, j'essaie de retrouver ce qui compte vraiment. » Lucas ne répondit pas immédiatement. Il comprenait ce que François voulait dire, mais il savait aussi que les mots ne suffisaient pas. Leur conflit ne se manifestait ni par des gestes, ni par des paroles. C'était un combat intérieur qui se reflétait désormais dans la manière dont chacun gérait ses propres faiblesses. « Tu as perdu bien plus que de l'argent, François, » dit Lucas d'une voix basse mais ferme. « Tu as perdu la chance d'être une vraie personne, d'être humain. C'est ce que tu dois retrouver. » François sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était vrai. Il avait toujours cru tout maîtriser. Mais à présent, en regardant Lucas, il voyait la liberté qu'il avait lui-même toujours recherchée sans jamais savoir comment la trouver. Il ne s'agissait ni d'argent ni de pouvoir. Il s'agissait de vérité, d'honnêteté et de la capacité de se relever. « Je comprends maintenant », dit François avec une sincérité inattendue, « et je suis prêt à changer. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent. » Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, la tension se dissipa dans un geste inattendu. Lucas fit un pas vers François, non pas en ennemi, mais en homme. Il lui tendit la main,
un geste qui en disait long. C'était une invitation à la réconciliation, un pas vers ce que tous deux, dans leur parcours personnel, avaient perdu, la capacité de nouer une véritable connexion. François regarda la main de Lucas, et un instant, le temps sembla s'arrêter. Il savait qu'il n'était pas mis au défi, mais qu'on lui offrait une chance, celle de se racheter, de prendre un nouveau départ. Il pouvait choisir de continuer à vivre accablé par ses échecs ou d'embrasser la possibilité d'une transformation. La confrontation qu'ils avaient menée jusqu'alors n'était pas seulement une question de pouvoir ou de vengeance. Il s'agissait d'acceptation, de dépasser enfin leurs propres limites. François soupira profondément, tendit la main et prit celle de Lucas. Il n'y avait plus d'antagonisme, plus besoin de prouver qui avait raison. D'une certaine manière, ils s'accordaient pour tourner la page. « J'avais tort », dit François avec un sourire sincère. « Mais peut-être qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose de différent. » Lucas le regarda, la tension dans ses yeux s'apaisant. « Nous ne sommes pas là pour détruire quoi que ce soit, François. Nous sommes là pour reconstruire, pour être qui nous sommes vraiment. » Et à cet instant précis, ils sentirent tous deux que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une victoire ou une défaite, mais une libération. Leur combat n'était plus une question de contrôle, ni de ce qu'ils avaient perdu. Il s'agissait de ce qu'ils allaient construire, non plus en ennemis, mais en hommes enfin prêts à se voir tels qu'ils étaient. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la rencontre décisive entre François et Lucas. L'entrepôt où tout semblait s'être arrangé était désormais vide, sans aucune trace de la tension qui avait existé entre eux. Paris, comme toujours, poursuivait son implacable routine. Mais, pour ceux qui y prêtaient vraiment attention, quelque chose avait changé. François de Villiers avait changé. Il n'était plus le millionnaire arrogant et distant qui avait bâti son empire sur le contrôle et la manipulation. Il était désormais sincèrement dévoué à son entreprise, mais avec une perspective nouvelle, non plus comme un jeu de pouvoir, mais comme une opportunité de créer quelque chose d'authentique, quelque chose qui puisse véritablement profiter aux gens. Il regagna le respect de ses collègues, mais plus important encore, il regagna la confiance d'Isabelle. Leur mariage, qui avait frôlé la rupture, s'épanouit à nouveau. François appréciait désormais davantage les moments simples passés avec sa femme. Il voyageait dans la campagne française, loin du tumulte parisien. Et lors d'un de ces séjours, François se souvint de ses débuts, animé de grands rêves et de l'espoir de changer le monde. Il sentait qu'il redevenait cet homme, d'une certaine manière. Lucas, de son côté, avait lui aussi trouvé une nouvelle voie. Si la haine et la colère qui l'animaient au départ ne pouvaient être effacées d'un simple geste, il commençait à comprendre le véritable sens de la liberté. Il abandonna l'idée de tout détruire sur son passage, et se mit au contraire à consacrer son énergie à la construction. Cette confrontation avec François lui fit prendre conscience que son propre combat n'était pas contre le monde, mais contre les fantômes de son passé. Lucas continua de vivre à Paris, mais désormais dans un appartement modeste. Il entreprit des études de commerce, désireux de comprendre un système qu'il n'avait perçu jusqu'alors que comme une structure oppressive. Il ne souhaitait pas devenir comme les autres, mais apprendre à agir différemment, de manière plus humaine et plus juste. Il pensait encore parfois à François, mais sans colère. Il se demandait plutôt comment aider les gens comme lui à vivre la même transformation qu'il avait lui-même connue. La colère qui avait jadis régné en lui avait laissé place à une compréhension plus profonde de qui il était et de ce qu'il désirait vraiment. Il s'était libéré de son cycle de vengeance. Un après-midi, alors qu'il flânait dans les rues de Paris, Lucas reçut un appel de François. Le son de sa voix au téléphone n'était plus celui d'un homme arrogant et distant, mais celui de quelqu'un qui avait enfin trouvé un nouveau sens à sa vie. « Lucas, je sais que nous n'avons plus rien à nous prouver l'un à l'autre, » a déclaré François, « mais peut-être pouvons-nous maintenant travailler ensemble sur quelque chose qui fasse vraiment la différence. » Lucas sourit, envahi par une paix intérieure qu'il avait rarement connue.
Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il savait que, d'une certaine manière, cette rencontre avait marqué le début d'un nouveau chapitre, pour eux deux. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce parcours de rédemption et de nouveau départ? L'histoire de François et Lucas nous montre que parfois, le plus grand défi n'est pas de gagner, mais d'apprendre à perdre et à se reconstruire. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez vos impressions. Comment imaginez-vous leur avenir? Quelles seront les prochaines étapes de ces vies transformées? N'hésitez pas à commenter, à partager avec vos amis et bien sûr, à nous dire ce que vous avez préféré ou ce que vous changeriez. La fin a peut-être surpris, mais leur histoire continue de s'écrire. Qui sait ce que l'avenir leur réserve?